Bonjour chers étudiants, dans cette vidéo que j'ai appelée révision électrostatique, je vais essayer de répondre à un certain nombre de questions que j'ai reçues de la part de mes étudiants. Donc je vais commencer par question numéro 1. Donc là, vous avez un ensemble de 3 charges, moins Q sur l'axe Y à la même distance A du centre O. Ensuite, on va placer dans la deuxième partie une troisième charge N à la distance X, toujours à partir de O. Donc, première question, déterminer le champ créé par les deux charges A et B au point. Donc, les deux charges créées par les deux charges au point M. Bien sûr, j'ai pris ici des charges négatives. Donc, le champ créé par la charge qui se trouve au point B va être dirigé vers la charge. La même chose, le champ créé par la charge qui se trouve au point A au point M va être dirigé vers la charge. Là, j'ai la même distance A, la même distance A. Donc ici, vous avez la même distance R et la même distance R. Donc le module de A est égal au module de EB. Et le module, je vais noter E. Donc symétrie, toujours la symétrie. Donc vous voyez que le plan MXY, c'est-à-dire le plan de l'écran, est un plan de symétrie. Le plan MXZ perpendiculaire au plan de l'écran qui passe par le point M est aussi un plan de symétrie. Donc MXZ. Donc l'intersection des deux, bien sûr, c'est X. Donc le champ va être suivant I. Donc je m'intéresse juste à la projection de chaque champ suivant I. Donc la projection de A suivant I, c'est moins E cosinus cet angle. EB, la même chose, moins E cosinus le même angle alpha. Donc le champ total, c'est moins E cosinus alpha suivant I. Bien sûr, ici, j'ai pris un cas particulier au cosinus alpha, c'est pi sur 4, donc ça sera racine de 2 sur 2. Donc 2 cosinus alpha, ça sera racine de 2. Donc moins racine de 2 fois E suivant I. Donc voilà le champ créé par les charges A et B. Dans cette deuxième partie, on va ajouter une troisième charge Q au point N. Quel est le champ total au point M? Bon, le champ total, donc on ajoute une charge, cette fois-ci plus Q au point N. Au point N, cette charge va créer un champ électrostatique au point N qui est, puisque c'est une charge positive, donc ce sera de la charge vers l'extérieur. Voilà, je l'appelle EN. Et c'est quoi EN? C'est égal à Q sur 4 pi y0 sur I, il est suivant I, sur la distance qui est égale à A plus X au carré et bien sûr suivant I. Donc le champ total, ce sera moins racine de 2 Q sur 4 pi y0 1 sur A carré, ça c'est le module de E. Ensuite j'ajoute plus Q sur 4 pi y0 1 sur A plus X au carré. Tout ça suivant I. Bon, on peut factoriser pour mettre la formule un peu plus élégante. On va mettre Q sur 4 pi y0 en facteur. Qu'est-ce qui reste? Moins racine de 2 sur A carré plus 1 sur A plus X, le tout au carré. Bon, je vais vous ajouter une troisième question. Déterminer la position X où si je place une charge, elle reste immobile. Donc déterminer, j'ajoute une autre question. Déterminer la position X où si je place une charge Q, si je place une charge Q, elle sera immobile. Elle sera immobile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la force qui doit subir cette charge en ce point est égale à 0. Qui dit force égale à 0? La force, c'est Q fois le champ total en ce point. Donc, il faut chercher le point où le champ total, tout simplement, est égal à 0. Donc, il suffit d'écrire cette expression égale à 0 et vous allez déterminer la position où je dois mettre cette charge-là. Donc, voilà pour la première question que j'ai reçue. Deuxième question,
on va s'intéresser cette fois-ci à le théorème de Gauss, forme locale et intégrale. Forme locale et intégrale. Bon, deuxième exercice que j'ai reçu, c'est le suivant. Vous avez deux sphères, l'une de rayon R1, l'autre de rayon R2. La première chargée en surface avec sigma 1 uniforme, la deuxième chargée en surface avec sigma 2 uniforme. La question en fait, c'est déterminer le champ en tout point en utilisant la forme locale. Bon, avant de répondre à cette question, je vais refaire rapidement la forme intégrale. Bon, ça on l'a fait en détail. Si vous avez ici une distribution à symétrie sphérique, vous savez que la symétrie plus invariance nous donne que le champ il est suivant, il ne dépend que de R, il est suivant ER. Je vous rappelle ce que c'est que la symétrie. Vous avez, si je calcule le champ d'un point M, les plans MER, EφI et MER, θ sont deux plans de symétrie. Ensuite, vous avez tout système est invariant par changement de θ et par variation de φ. Donc le champ ne dépend que de R. Donc, pour calculer le champ d'un point M quelconque, je vais prendre comme théorème de Gauss une sphère de rayon petit r. Donc, une sphère de rayon petit r toujours. Voilà. Et je représente le champ d'après la symétrie. Le champ, il est suivant ER. Le champ, il est suivant ER. Et bien sûr, voilà, le champ est suivant ER. Et bien sûr, D de S, lui, il est toujours aussi suivant ER. Bon, D de S. Ça c'est 1. Donc vous savez que le flux ici c'est égal tout de suite, je vais aller rapidement E4pi R carré. Donc ça vous le faites une seule fois le calcul de flux, que ce soit R inférieur à R1 compris entre R1 et R2 ou bien supérieur à R2, le flux ne change pas, c'est dans le calcul de charge intérieure qui va changer. On va distinguer les trois cas, petit r inférieur à R1, petit r compris entre R1 et R2, et petit r supérieur à R2. Donc toujours posez-vous la question, est-ce qu'il y a des charges qui se trouvent à l'intérieur de cette sphère, sachant que celle-là elle est chargée en surface, celle-là est chargée en surface. Donc bien sûr, si celle-là est chargée en surface et il n'y a aucune charge à l'intérieur de cette sphère, donc ici Q intérieur est égal à 0. Si je prends maintenant une sphère qui est plutôt une sphère qui est entre les deux, donc là, voilà, je vais prendre la même. Hop, voilà. Bon. Voilà. Voilà maintenant ma nouvelle surface de Gauss. Bien sûr, la charge intérieure, il y a une charge. Toute cette charge surfacique se trouve à l'intérieur. Donc Q intérieur, c'est l'intégrale de sigma D de S. Comme sigma est constant, donc sigma fois 4pi R1 au carré, la surface qui est chargée, c'est cette surface qui est chargée. Donc là, de rayon R1. Et troisième cas, si la surface de Gauss se trouve, hop, voilà, allons-y. Si la surface de Gauss se trouve à l'extérieur, bon alors. Troisième de Gauss, bon, vous imaginez bien sûr la surface se trouve ici. Vous allez voir cette charge-là et cette charge se trouvent à l'intérieur. Et dans ce cas, Q intérieur, ça sera ici sigma 1. Sigma 1, 4pi R1 au carré. Il faut ajouter l'autre charge, sigma 2, 4pi R2 au carré. Voilà, après il suffit d'écrire E 4pi R carré égale à sigma sur epsilon 0. Donc on va trouver ici E égale à 0. Ici, on va simplifier tout de suite par 4pi, donc E est égal à sigma 1 R1 au carré sur epsilon 0 petit r au carré. Et ici, on va trouver E est égal à sigma 1 R1 au carré plus sigma 2 R2 au carré sur quoi? Sur epsilon 0 petit r au carré. Donc voilà le champ. Vous pouvez vérifier qu'il y a discontinuité de champ. Quand je passe de là à là, et la discontinuité doit être égale à sigma 1 sur epsilon 0. Vérifiez. Si petit r égale à R1, vous voyez bien que E2, bon je l'appelle ici E1, E2, E3. Vous voyez bien que E2 moins E1 est égal à sigma 1 sur epsilon 0. Voilà, donc la même chose. Si je passe de milieu 2 à milieu 3, donc si petit r est égal à R2, donc vous voyez bien que ici sigma 1 R1 au carré
sur R2 au carré va se simplifier avec celui-là. Il va rester toujours une discontinuité de sigma sur epsilon 0. Bien. Maintenant, on va essayer de refaire le même exercice, mais cette fois-ci en appliquant le théorème de Gauss sous forme locale cette fois-ci. Donc, sous forme locale, je vais faire le schéma d'abord. Bien, donc voilà l'expression de théorème de Gauss sous forme locale. Divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0. Je rappelle l'expression de divergence en coordonnées sphériques. C'est 1 sur R carré, D sur D de R fois E de R, composante de E suivant ER, plus bien sûr les autres qui dépendent de θ et phi, ils sont nuls dans notre cas. Et on va l'appliquer dans les trois régions. Région inférieure à R1, donc on va commencer par R inférieur à R1. Est-ce que vous avez une densité de charge volumique? Non, donc vous avez divergence de E égale à 0. Donc tout de suite, je vais écrire D sur D de R fois E, je l'appelle E dans le milieu 1 égale à 0, parce que R carré fois 0 égale à 0, ce qui va impliquer tout simplement que R fois E1 est égal à une constante C1, donc ce qui implique E1 est égal à C1 sur R. On va déterminer tout de suite la constante C1. Ici, on est à l'intérieur de la sphère. Le champ au centre, si R tend vers 0, le champ doit être fini au centre de la sphère, parce que le champ il est nul à l'infini, et donc il ne peut pas être nul au centre. D'accord? On peut le justifier aussi par symétrie. Vous avez une infinité de plans de symétrie qui passent par le point O. Donc le champ doit appartenir à tous ces plans de symétrie. Donc obligatoirement, le champ au point O doit être nul. Et la seule manière que le champ au point O doit être nul, il faut que C1 soit égal à 0. Ce qui implique C1 égal à 0. Pourquoi? Parce que si C1 est différent de 0, si R tend vers 0, ce terme tend vers l'infini. Donc voilà, donc je déduis tout de suite que le champ est nul. Deuxième cas, R compris entre R1 et R2. Même chose, là aussi, j'ai ρ égale à 0. Donc j'ai tout de suite ça est égal à 0. Donc là aussi, D sur D. Et donc la même chose, je vais trouver aussi E2 est égal à C2 sur R. Et je l'encadre. Et la même chose pour R supérieur à R2, donc R1, R2, je vais avoir aussi E3 est égal à C3 sur R. Bien, maintenant comment déterminer les constantes d'intégration? Bon, là, bien sûr, j'ai oublié un terme. En fait, divergence, c'est pas D sur D de R de R, c'est R carré ici. Alors, vous avez ici R carré. Donc là, il faut mettre R carré. Donc c'est sur R carré, bien sûr. Et là, c'est sur R carré, c'est sur R carré. Bien. Voilà. Maintenant, pour déterminer les constantes, on va utiliser les relations de passage entre le milieu 1, le milieu 2 et le milieu 3. D'abord, entre le milieu 1 et le milieu 2, je vais avoir E2, puisque j'ai une densité de charge surfacique, je dois avoir E2 moins E1 est égal à sigma 1 sur epsilon 0. En fait, les relations de passage, c'est E2 normal moins E1 normal est égal à sigma sur epsilon 0. Or, ici, tout le champ électrique se réduit à sa composante normale. Il n'a pas de composante tangentielle. Donc, vous voyez bien que E2, c'est E2 normal. Donc, puisque E1 égale à 0, je vais déduire tout de suite que E2 est égal à sigma 1. Donc, E2, voilà. E2 est égal à sigma 1 sur epsilon 0. Or, E2 est égal à C2 sur R1 au carré. Les relations de passage, c'est toujours pour R égale à R1. Donc, je déduis tout de suite la constante C2. C'est sigma 1 R1 au carré sur epsilon 0. Voilà. Et donc, je détermine tout de suite le champ E1. Et vous vérifiez avec ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Ça doit être exactement la même chose. C'est sigma 1 R1 au carré sur epsilon 0. R au carré suivant ER. Voilà. Donc, je répète un peu le principe. Donc, on applique divergence de E égale à 0 puisque j'ai ρ égale à 0. Ensuite, le problème se réduit à des intégrations et je détermine que dans les trois régions, le champ va être sous la forme une constante sur R carré. On a montré d'abord que la constante C1 est égale à 0. Ensuite, pour déterminer C2, j'utilise les relations de passage sur cette surface-là, c'est-à-dire lorsque petit r égale à R1, je dois avoir E2 moins E1 est égal à la densité de charge sur cette surface qui est sigma 1 sur epsilon 0. Maintenant, pour déterminer C3, je dois utiliser les relations de passage ici. Donc, je vais avoir E3
moins E2 doit être égal à sigma 2 sur epsilon 0. Bien sûr, c'est R est égal à R2. Donc, ce qui implique E3, c'est C3 sur R2 au carré, moins E2 qui est sigma 1 R1 au carré sur epsilon 0 R2 au carré, toujours pour R égale à R2, et ceci doit être égal à sigma 2 sur epsilon 0. Et donc, vous allez déterminer C3 sur R2 au carré est égal à sigma 2 sur epsilon 0 plus sigma 1 R1 au carré sur epsilon 0 R2 au carré. En multipliant par R2 au carré, je trouve que C3 est égal à sigma 2 fois R2 au carré plus sigma 1 fois R1 au carré sur epsilon 0. Voilà, et je trouve exactement, si vous divisez par R carré, vous allez trouver le champ qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc voilà un deuxième exemple. On a essayé de déterminer le champ électrique créé par une distribution de charge en utilisant le théorème de Gauss sous forme locale et sous forme intégrale. Donc vous voyez, le théorème de Gauss peut être utilisé indifféremment, soit sous forme locale, soit sous forme intégrale. Encore un autre exemple pour comprendre parfaitement ce théorème de Gauss sous forme locale. Très peu d'exercices. En général, on ne vous propose pas assez d'exercices sur ce sujet-là. Donc je vais essayer de prendre un plan infini, un plan infini qui est dans le plan X, Y, et bien sûr, je vais déterminer le champ en un point, ici l'axe Z qui est perpendiculaire au plan. Bon, cet axe-là, on va l'appeler l'axe Z. Supposons qu'on veut déterminer le champ en un point M, tel que la distance OM égale à Z, en utilisant le théorème de Gauss forme locale. Donc, toujours comme la forme intégrale, avant de faire aucun calcul, symétrie plus invariance. Symétrie plus invariance. Qu'est-ce qu'il nous dit la symétrie dans ce cas-là? Que MXY, Y c'est le plan c'est le plan chargé, c'est le plan OXY. Donc vous avez MXY est un plan de symétrie, MXZ est un plan de symétrie, donc le champ va être suivant EZ, et vous avez invariance par translation suivant X, invariance par translation suivant Y, donc le champ ne dépend que de Z. Donc là, je vais utiliser tout simplement les coordonnées cartésiennes. Divergence théorème de Gauss sous forme locale, si divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0. On ce point M, c'est pourquoi on l'appelle local, je l'applique en un point M. Donc au point M, on a ρ égale à 0. Donc divergence de E égale à 0. C'est quoi l'expression de divergence aux coordonnées cartésiennes? C'est d de x sur d de x plus d de y sur d de y. Les deux sont nuls parce que le champ est suivant z. Donc il va vous rester d de e de z qui est d de e sur d de z égale à 0. Donc ce qui implique le champ égale une constante. C'est 1. Voilà. Maintenant j'utilise le fait que le plan OXY est un plan de symétrie de charge. Plan de symétrie de charge. Symétrie de charge. Donc le champ en deux points de symétrie de charge. Si je prends un autre point symétrique ici, à la distance moins z, les champs électriques sont symétriques. Donc si j'ai un champ ici, il est suivant EZ, le champ ici, il va être suivant moins EZ. Et ils vont avoir le même module, parce que le champ ne dépend que de Z. Donc je vais avoir ici un champ E1, ici un champ E2. Pour déterminer, donc ici, le module de E1 est égal au module de E2 est égal à une constante C. Pour déterminer la constante, j'utilise les relations de passage. Donc je prends le point M très voisin du plan et je vais avoir la normale N12 dirigée du milieu 1 vers le milieu 2. N12, donc voilà le milieu 1. On va dire le milieu 1, voilà le milieu 2. Donc je vais avoir E1 moins E2 est égal les relations de passage, donc c'est en fait E2 normal moins E1 normal, toujours, est égal à sigma sur epsilon 0. Ou bien en vecteur E2 moins E1, scalaire N12 égale à 0. Bien, ici là aussi vous voyez que le champ se réduit uniquement à sa composante normale, donc en fait cette relation devient tout simplement E2 moins E1 est égal à sigma sur epsilon 0.
Vous voyez maintenant que le champ au point 2 est égal à moins le champ au point 1, parce que le plan XY, comme j'ai dit, est symétrique. C'est un champ, le champ est une fonction impaire dans ce cas-là. Le champ sur point M sans symétrique, il va être suivant moins Z. Donc ça veut dire que donc là c'est le milieu 2 en fait. Là j'ai appelé ici le milieu 2, donc c'est le milieu 1. Donc je vais avoir E1 est égal à moins E2. Donc je vais avoir ici 2 fois E2 est égal à sigma sur epsilon 0, ce qui implique E2 est égal à sigma sur 2 epsilon 0. C'est exactement la formule que vous avez retrouvée par le théorème de Gauss. Donc vous voyez, la forme locale, on peut l'appliquer partout, n'importe quel exemple. Très bien. Donc dernière question que je vais aborder, que j'ai reçue aussi de la part de deux élèves, de deux étudiants, c'est comment appliquer l'équation de la place dans le cas, dans un exemple. Donc je vais essayer de l'appliquer pour une symétrie sphérique. Donc voilà l'exercice. Vous avez une sphère chargée en volume avec une densité de charge uniforme ρ. Déterminer le potentiel en un point à l'intérieur, en un point à l'extérieur, en utilisant l'équation de Laplace. Donc je rappelle, Laplace est en coordonnées sphériques. Donc de toute façon, ça on vous le donne. Il ne faut pas l'apprendre par cœur. C'est 1 sur r carré, d sur d de r, de r carré, d de v sur d de r, plus les autres dérivés par rapport à θ et par rapport à phi. Bien sûr, pour justifier qu'ils sont nuls, il faut absolument utiliser les invariances. Donc vous avez ici invariance par variation de θ et par variation de phi. Donc le potentiel ne dépend que de r. Et on va essayer d'appliquer l'équation de Laplace dans le premier cas à l'intérieur de la sphère, deuxième cas à l'extérieur. Donc à l'intérieur, vous avez bien sûr une densité de charge ρ en ce point. Donc je vais avoir tout ça est égal à ρ sur epsilon 0. Donc tout de suite, d sur d de r carré fois d de v sur d de r est égal à ρ sur epsilon 0. Donc ça sera ρ r carré sur epsilon 0. Donc ce r carré, je le ramène de l'autre côté. Donc tout de suite, je vais ramener ce d de r de l'autre côté pour gagner un peu de temps. Voilà. Donc d de r, il va venir là. Après, bien sûr, il suffit d'intégrer. Donc l'intégrale d de x sur x. Donc il reste r carré d de v sur d de r. Et l'intégrale de r carré d de r, c'est ρ r3 sur 3 epsilon 0 plus une constante c1. Donc je vais avoir d de v sur d de r est égal à ρ, je simplifie par r carré, ρ r sur 3 epsilon 0 plus c1 sur r carré. Ensuite, je ramène d de r de l'autre côté et j'intègre. L'intégrale d de v, c'est v. L'intégrale de r d de r, c'est ρ r carré sur 2. Donc, ce sera sur 6 epsilon 0. Plus c1 sur r carré d de r. L'intégrale de d de r sur r carré, c'est moins 1 sur r. Et plus une constante c2. Donc, voilà le potentiel, je l'appelle V1 à l'intérieur de la sphère. Bon, à l'extérieur de la sphère, ce terme égale à 0. Donc tout de suite, vous avez d de r carré, d de v sur d de r est égal à une constante C3. Donc r carré, ou bien tout de suite d de v sur d de r est égal à C3 sur r carré. Donc v est égal à moins C3 sur r plus C4. Voilà le potentiel à l'extérieur. Très bien. Maintenant, on doit déterminer les constantes C1, C2, C3 et C4. On va commencer tout de suite par C1. Là. Toujours des considérations physiques. Donc le potentiel au point O, il est fini. Donc le potentiel, parce qu'il est nul à l'infini, donc le potentiel au centre des sphères, au centre est fini. Il ne peut pas être infini au centre d'une sphère, au centre de la sphère. Donc obligatoirement, pour avoir ici un potentiel, quel est d'abord le potentiel à l'intérieur? C'est cette expression-là. Il faut faire attention. Ça, c'est à l'intérieur. R inférieur à grand R. Et c'est ça le potentiel R supérieur à grand R. Donc si R tend vers 0, ce terme tend vers l'infini. Donc pour que le potentiel ne soit pas infini, donc tout de suite, c'est A égale à 0. Ensuite, G, le potentiel à l'infini est égal à 0. J'ai une distribution de charge finie, donc on choisit comme référence le potentiel à l'infini.
Donc si le potentiel est infini égal à 0, ce qui implique C4 égale à 0. Pourquoi? Parce que je vais avoir 0 égale à 0 plus C4. Il me reste deux constantes. Donc il me faut deux conditions. La première, vous le voyez bien sûr, c'est la continuité du potentiel lorsque petit r égale à grand R. Donc il suffit d'écrire V1 lorsque petit r égale à grand R égale à V2 lorsque petit r égale à grand R. Ce qui implique ρ R au carré sur 6y0 plus C2 doit être égal à moins C3 sur grand R. Bien. Là, vous voyez qu'on a on a utilisé tout ce qu'on a, mais il nous reste encore une constante, une relation, parce que j'ai deux inconnus, il me faut une troisième équation. Eh bien, là, il faut utiliser la continuité du champ. Continuité. Or, le champ, c'est tout simplement la dérivée du potentiel, donc continuité de d de v sur d de r. Donc, d de v sur d de r, la dérivée de ça, ça va vous donner 2 ρ, donc ρ fois r sur 3y0. Voilà. Pour r égale à grand R, doit être égal à la dérivée de ça. Donc la dérivée de moins 5 sur r, c'est 1 sur r carré. C'est 3 sur r carré. Et voilà, ceci va nous permettre de déterminer C3 qui est égal à r au cube sur 3y0. Très bien. Connaissant C3, vous l'allez remplacer ici. Vous allez déterminer C2. Voilà comment on détermine, comment on applique l'équation de Laplace sous forme locale. Enfin, je reviens quand même sur un dernier exemple qui est très intéressant. C'est ce qu'on appelle le principe de superposition. Principe de superposition. Superposition. Vous voyez qu'on a calculé le champ créé par une sphère par le théorème de Gauss sous forme locale, sous forme intégrale, soit en appliquant les équations locales, l'équation de Laplace. Là aussi, je vais utiliser une autre méthode. Donc, supposons que dans une première question, on vous dit déterminer le champ créé par une sphère chargée avec sigma en un point M quelconque. Bon, ça, tout le monde peut le faire rapidement par le théorème de Gauss. Le champ est donné par sigma r carré sur y0 petit r au carré. Question 2. Utiliser le champ créé par une sphère chargée en surface pour déduire le champ créé par une sphère chargée en volume. Donc l'idée c'est comment, à partir d'une sphère chargée en volume, utiliser les résultats d'une sphère chargée en surface. Eh bien c'est très simple, qu'est-ce qu'on va faire? On va partager la sphère en plusieurs sphères chargées en surface. Celle-là, j'ajoute une deuxième, j'ajoute une troisième, et j'augmente le rayon de 0 jusqu'à grand R et je vais construire une sphère chargée en volume. Donc mon élément de charge, dans ce cas-là, ça sera une sphère de rayon petit r chargée surfaciquement avec sigma et d'épaisseur d de r. Après la question 1, le champ créé par une sphère chargée en surface avec sigma, ça sera sigma, son rayon au carré, que je vais appeler ici petit r, divisé par epsilon 0, la distance que je vais appeler ici R'. Il reste juste maintenant à trouver la relation entre sigma et ρ. Et là, il suffit d'écrire D de Q dans les deux modélisations. Pour une densité de charge surfacique, D de Q est égal à sigma D de S. Pour une densité de volumique, c'est ρ fois D de S fois D de R. Donc voilà, cette surface, cet élément de volume là, c'est cette surface fois d de r. Bien, en faisant maintenant l'analogie, donc faisons ce terme égal à celui-là, en simplifiant par d de s, vous avez, donc je vais déduire que la sigma est égal à ρ fois d de r. Voilà, et vous voyez, le résultat sera très simple. Donc je déduis que d de e est égal, je remplace sigma fois ρ, r carré d de r, sur epsilon 0, r' au carré. Maintenant, qu'est-ce qui varie? C'est petit r. Donc là, r' il est constant. Et petit r doit varier entre 0 jusqu'à grand R pour décrire l'ensemble de la sphère chargée en volume. Donc j'intègre tout ça, et donc le champ, et ça j'intègre entre 0 jusqu'à grand R, ça sera ρ, l'intégrale de r carré c'est r3, donc r3 sur 3 epsilon 0, r' au carré. C'est exactement le champ créé par le théorème de Gauss chargé en volume
à une distance r quelconque. Là, on peut remplacer maintenant r' par petit r. Voilà. Bon, vous pouvez maintenant vérifier que divergence de E égale à ρ sur epsilon 0. Prenez l'expression de divergence, appliquez-la à ce système, à ce champ, et vous allez trouver tout simplement que l'équation locale est toujours vérifiée. Divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0. Donc voilà pour cette révision que j'ai essayé de voir un peu le calcul du champ et le calcul du potentiel en utilisant les équations locales de l'électrostatique, sous forme locale et sous forme intégrale. Donc voilà, bon courage, bonne continuation et à très bientôt.